Le vicomte de Bragelonne, partie 25, chapitre 107. Le médiateur. Quand le roi parut chez madame, tous les courtisans que la nouvelle d'une scène conjugale avait disséminée autour des appartements commencèrent à concevoir les plus graves inquiétudes. Il se formait aussi de ce côté un orage dont le chevalier de Lorraine, au milieu des groupes, analysait avec joie tous les éléments, grossissant les plus faibles et manœuvrant, selon ses mauvais desseins, les plus forts, afin de produire les plus méchants effets possibles. Ainsi que l'avait annoncé Anne d'Autriche, la présence du roi donna un caractère solennel à l'événement. Ce n'était pas une petite affaire, en 1662, que le mécontentement de monsieur contre madame et l'intervention du roi dans les affaires privées de monsieur. Aussi vit-on les plus hardis, qui entouraient le comte de Guiche dès le premier moment, s'éloigner de lui avec une sorte d'épouvante. Et le comte lui-même, gagné par la panique générale, se retirer chez lui tout seul. Le roi entra chez madame en saluant, comme il avait toujours l'habitude de le faire. Les dames d'honneur étaient rangées en file sur son passage dans la galerie. Si fort préoccupée que fût sa majesté, elle donna un coup d'œil de maître à ces deux rangs de jeunes et charmantes femmes qui baissaient modestement les yeux. Toutes étaient rouges de sentir sur elles le regard du roi. Une seule, dont les longs cheveux se roulaient en boucles soyeuses sur la plus belle peau du monde, une seule était pâle et se soutenait à peine, malgré les coups de coude de sa compagne. C'était la Vallière, que Montalais étayait de la sorte en lui soufflant tout bas le courage dont elle-même était si abondamment pourvue. Le roi ne put s'empêcher de se retourner. Tous les fronts qui déjà s'étaient relevés se baissèrent de nouveau, mais la seule tête blonde demeura immobile, comme si elle eût épuisé tout ce qui lui restait de force et d'intelligence. En entrant chez madame, Louis trouva sa belle-sœur à demi couchée sur les coussins de son cabinet. Elle se souleva et fit une révérence profonde en balbutiant quelques remerciements sur l'honneur qu'elle recevait. Puis elle se rassit, vaincue par une faiblesse, affectée sans doute, car un coloris charmant animait ses joues, et ses yeux, encore rouges de quelques larmes répandues récemment, n'avaient que plus de feu. Quand le roi fut assis et qu'il eut remarqué, avec cette sûreté d'observation qui le caractérisait, le désordre de la chambre et celui, non moins grand, du visage de madame, il prit un air enjoué. « Ma sœur, dit-il, à quelle heure vous plaît-il que nous répétions le ballet aujourd'hui ?» Madame, secouant lentement et languissamment sa tête charmante, « Ah, sire, dit-elle, veuillez m'excuser pour cette répétition. J'allais faire prévenir votre majesté que je ne saurais aujourd'hui. »« Comment ?» dit le roi avec une surprise modérée. « Ma sœur, seriez-vous indisposée ?»« Oui, sire. »« Je vais faire appeler vos médecins, alors. »« Non, car les médecins ne peuvent rien à mon mal. »« Vous m'effrayez. »« Sire, je veux demander à votre majesté la permission de m'en retourner en Angleterre. » Le roi fit un mouvement. « En Angleterre ? Dites-vous bien ce que vous voulez dire, madame ?»« Je le dis à contre-cœur, sire, » répliqua la petite fille de Henri IV avec résolution. Et elle fit étinceler ses beaux yeux noirs. « Oui, je regrette de faire à votre majesté des confidences de ce genre, mais je me trouve trop malheureuse à la cour de votre majesté. Je veux retourner dans ma famille. »« Madame, madame !» Et le roi s'approcha. « Écoutez, sire, » continua la jeune femme en prenant peu à peu sur son interlocuteur l'ascendant que lui donnait sa beauté, sa nerveuse nature. « Je suis accoutumée à souffrir. Jeune encore, j'ai été humiliée, j'ai été dédaignée. »« Oh, ne me démentez pas, sire, » dit-elle avec un sourire. Le roi rougit. « Alors, dis-je, j'ai pu croire que Dieu m'avait fait naître pour cela, moi, fille d'un roi puissant. Mais, puisqu'il avait frappé la vie de mon père, il pouvait bien frapper en moi l'orgueil. J'ai bien souffert. J'ai bien fait souffrir ma mère. Mais j'ai juré que, si jamais Dieu me rendait une position indépendante,
fût-ce celle de l'ouvrière du peuple qui gagne son pain avec son travail, je ne souffrirais plus la moindre humiliation. Ce jour est arrivé. J'ai recouvré la fortune due à mon rang, à ma naissance. J'ai remonté jusqu'au degré du trône. J'ai cru que, m'alliant à un prince français, je trouverais en lui un parent, un ami, un égal. Mais je m'aperçois que je n'ai trouvé qu'un maître, et je me révolte, sire. Ma mère n'en saura rien. Vous que je respecte et que j'aime. Le roi tressaillit. Nulle voix n'avait ainsi chatouillé son oreille. Vous, dis-je, sire, qui savez tout, puisque vous venez ici, vous me comprendrez peut-être. Si vous ne fussiez pas venu, j'allais à vous. C'est l'autorisation de partir librement que je veux. J'abandonne à votre délicatesse, à vous, l'homme par excellence, de me disculper et de me protéger. Ma sœur, balbutia le roi, courbé par cette rude attaque. Avez-vous bien réfléchi à l'énorme difficulté du projet que vous formez ? Sire, je ne réfléchis pas. Je sens. Attaqué, je repousse d'instinct l'attaque. Voilà tout. Mais que vous a-t-on fait ? Voyons. La princesse venait, on le voit, par cette manœuvre particulière aux femmes, d'éviter tout reproche et d'en formuler un plus grave. D'accuser, elle devenait accusatrice. C'est un signe infaillible de culpabilité. Mais de ce mal évident, les femmes, même les moins adroites, savent toujours tirer parti pour vaincre. Le roi ne s'aperçut pas qu'il était venu chez elle pour lui dire « Qu'avez-vous fait à mon frère ?» et qu'il se réduisait à dire « Que vous a-t-on fait ?» « Ce qu'on m'a fait, » répliqua madame. « Oh, il faut être femme pour le comprendre, sire. On m'a fait pleurer. » Et d'un doigt qui n'avait pas son égal en finesse et en blancheur nacrée, elle montrait des yeux brillants noyés dans le fluide, et elle recommençait à pleurer. « Ma sœur, je vous en supplie, » dit le roi en s'avançant pour lui prendre une main qu'elle lui abandonna, moite et palpitante. « Sire, on m'a tout d'abord privé de la présence d'un ami de mon frère. Milord de Buckingham était pour moi un hôte agréable, enjoué, un compatriote qui connaissait mes habitudes, je dirais presque un compagnon, tant nous avons passé de jours ensemble avec nos autres amis sur mes belles eaux de Saint James. Mais, ma sœur, Villiers était amoureux de vous. »« Prétexte. Que fait cela, dit-elle sérieusement, que monsieur de Buckingham ait été ou non amoureux de moi ? Est-ce donc dangereux pour moi, un homme amoureux ? Ah, sire, il ne suffit pas qu'un homme vous aime. » Et elle sourit si tendrement, si finement, que le roi sentit son cœur battre et défaillir dans sa poitrine. « Enfin, si mon frère était jaloux, interrompit le roi. « Bien, j'y consens, voilà une raison. Et l'on a chassé monsieur de Buckingham. »« Chassé ? Oh non !»« Expulsé, évincé, congédié, si vous aimez mieux, sire. Un des premiers gentilshommes de l'Europe s'est vu forcé de quitter la cour du roi de France, de Louis XIV, comme un manant, à propos d'une œillade ou d'un bouquet. C'est bien peu digne de la cour la plus galante. Pardon, sire, j'oubliais qu'en parlant ainsi, j'attentais à votre souverain pouvoir. »« Ma foi, non, ma sœur, ce n'est pas moi qui ai congédié monsieur de Buckingham. Il me plaisait fort. »« Ce n'est pas vous ? » dit habilement madame. « Ah, tant mieux. » Et elle accentua ce « tant mieux » comme si elle eût, à la place de ce mot, prononcé celui de « tant pis ». Il y eut un silence de quelques minutes. Elle reprit. « Monsieur de Buckingham partit. Je sais à présent pourquoi et par qui. Je croyais avoir recouvré la tranquillité. Point. Voilà que monsieur trouve un autre prétexte. Voilà que... » « Voilà que, » dit le roi avec enjouement, « un autre se présente. Et c'est naturel. Vous êtes belle, madame. On vous aimera toujours. »« Alors, » s'écria la princesse, « je ferai la solitude autour de moi. Oh, c'est bien ce qu'on veut. C'est bien ce qu'on me prépare. Mais non, je préfère retourner à Londres. Là, on me connaît, on m'apprécie. J'aurai mes amis sans craindre que l'on ose les nommer mes amants. Fi, c'est un indigne soupçon de la part d'un gentilhomme.
Oh, monsieur a tout perdu dans mon esprit depuis que je le vois, depuis qu'il s'est révélé à moi, comme le tyran d'une femme. Là, mon frère n'est coupable que de vous aimer. M'aimer, monsieur, m'aimer? Ah, sire! Et elle rit aux éclats. Monsieur n'aimera jamais une femme, dit-elle. Monsieur s'aime trop lui-même. Non, malheureusement pour moi, monsieur est de la pire espèce des jaloux. Jaloux sans amour. Avouez cependant, dit le roi, qui commençait à s'animer dans cet entretien varié, brûlant, avouez que Guiche vous aime. Ah, sire, je n'en sais rien. Vous devez le voir, un homme qui aime se trahit. Monsieur de Guiche ne s'est pas trahi. Ma sœur, vous défendez monsieur de Guiche. Moi, par exemple, moi? Oh, sire, il ne manquerait plus à mon infortune qu'un soupçon de vous. Non, madame, non, reprit vivement le roi. Ne vous affligez pas. Oh, vous pleurez. Je vous en conjure, calmez-vous. Elle pleurait, cependant. De grosses larmes coulaient sur ses mains. Le roi prit une de ses mains et but une de ses larmes. Elle le regarda si tristement et si tendrement qu'il en fut frappé au cœur. « Vous n'avez rien pour Guiche ?» dit-il, plus inquiet qu'il ne convenait à son rôle de médiateur. « Mais rien, rien. » Alors je puis rassurer mon frère. « Eh, sire, rien ne le rassurera. Ne croyez donc pas qu'il soit jaloux. Monsieur a reçu de mauvais conseils et monsieur est d'un caractère inquiet. »« On peut l'être lorsqu'il s'agit de vous. » Madame baissa les yeux et se tut. Le roi fit comme elle. Il lui tenait toujours la main. Ce silence d'une minute dura un siècle. Madame retira doucement sa main. Elle était sûre désormais du triomphe. Le champ de bataille était à elle. « Monsieur se plaint, dit timidement le roi, que vous préférez à son entretien, à sa société, des sociétés particulières. »« Sire, monsieur passe sa vie à regarder sa figure dans un miroir et à comploter des méchancetés contre les femmes avec monsieur le chevalier de Lorraine. »« Oh, vous allez un peu loin. »« Je dis ce qui est. Observez, vous verrez, sire, si j'ai raison. »« J'observerai. Mais, en attendant, quelle satisfaction donner à mon frère ? » ?»« Mon départ. »« Vous répétez ce mot !» s'écria imprudemment le roi, comme si depuis 10 minutes un changement tel eût été produit que madame en eût toutes ses idées retournées. « Sire, je ne puis plus être heureuse ici, dit-elle. Monsieur de Guiche gêne monsieur. Le fera-t-on partir aussi ? » ?»« S'il le faut, pourquoi pas ? » répondit en souriant Louis XIV. « Eh bien, après monsieur de Guiche ? Que je regretterai, du reste, je vous en préviens, sire. »« Ah, vous le regretterez ? Sans doute. Il est aimable, il a pour moi de l'amitié, il me distrait. »« Ah, si monsieur vous entendait, fit le roi piqué. Savez-vous que je ne me chargerai point de vous raccommoder et que je ne le tenterai même pas ? » ?»« Sire, à l'heure qu'il est, pouvez-vous empêcher monsieur d'être jaloux du premier venu ? Je sais bien que monsieur de Guiche n'est pas le premier venu. »« Encore ? Je vous préviens qu'en bon frère, je vais prendre monsieur de Guiche en horreur. »« Ah, sire, dit madame, ne prenez, je vous en supplie, ni les sympathies, ni les haines de monsieur. Restez le roi, mieux vaudra pour vous et pour tout le monde. Vous êtes une adorable railleuse, madame, et je comprends que ceux mêmes que vous raillez vous adorent. Et voilà pourquoi, vous, sire, que j'eusse pris pour mon défenseur, vous allez vous joindre à ceux qui me persécutent, dit madame. Moi, votre persécuteur ? Dieu m'en garde. Alors, continua-t-elle languissamment, accordez-moi ma demande. Que demandez-vous ? À retourner en Angleterre. Oh, cela, jamais, jamais, s'écria Louis XIV. Je suis donc prisonnière ? En France, oui. Que faut-il que je fasse alors ? Eh bien, ma sœur, je vais vous le dire. J'écoute votre majesté en humble servante. Au lieu de vous livrer à des intimités un peu inconséquentes, au lieu de nous alarmer par votre isolement, montrez-vous à nous toujours, ne nous quittez pas, vivons en famille. Certes, monsieur de Guiche est aimable, mais enfin, si nous n'avons pas son esprit,
Oh, sire, vous savez bien que vous faites le modeste. Non, je vous jure, on peut être roi et sentir soi-même que l'on a moins de chances de plaire que tel ou tel gentilhomme. Je jure bien que vous ne croyez pas un seul mot de ce que vous dites là, sire. Le roi regarda madame tendrement. Voulez-vous me promettre une chose, dit-il. Laquelle? C'est de ne plus perdre dans votre cabinet, avec des étrangers, le temps que vous nous devez. Voulez-vous que nous fassions contre l'ennemi commun une alliance offensive et défensive? Une alliance avec vous, sire? Pourquoi pas? N'êtes-vous pas une puissance? Mais vous, sire, êtes-vous un allié bien fidèle? Vous verrez, madame. Et de quel jour datera cette alliance? D'aujourd'hui. Je rédigerai le traité? Très bien. Et vous le signerez? Aveuglément. Oh, alors, sire, je vous promets merveille. Vous êtes l'astre de la cour. Quand vous me paraîtrez, eh bien, tout resplendira. Oh, madame, madame, dit Louis XIV, vous savez bien que toute lumière vient de vous, et que, si je prends le soleil pour devise, ce n'est qu'un emblème. Sire, vous flattez votre allié. Donc, vous voulez la tromper, dit madame en menaçant le roi de son doigt mutin. Comment? Vous croyez que je vous trompe lorsque je vous assure de mon affection? Oui. Et qui vous fait douter? Une chose. Une seule? Oui. Laquelle? Je serais bien malheureux si je ne triomphe pas d'une seule chose. Cette chose n'est point en votre pouvoir, sire, pas même au pouvoir de Dieu. Et quelle est cette chose? Le passé. Madame, je ne comprends pas, dit le roi, justement parce qu'il avait trop bien compris. La princesse lui prit la main. Sire, dit-elle, j'ai eu le malheur de vous déplaire si longtemps que j'ai presque le droit de me demander aujourd'hui comment vous avez pu m'accepter comme belle-sœur. Me déplaire? Vous m'avez déplu? Allons, ne le niez pas. Permettez. Non, non, je me rappelle. Notre alliance date d'aujourd'hui, s'écria le roi avec une chaleur qui n'était pas feinte. Vous ne vous souvenez donc plus du passé, ni moi non plus. Mais je me souviens du présent. Je l'ai sous les yeux. Le voici. Regardez. Et il mena la princesse devant une glace où elle se vit rougissante et belle à faire succomber un sein. C'est égal, murmura-t-elle. Ce ne sera point là une bien vaillante alliance. Faut-il jurer? Demanda le roi, enivré par la tournure voluptueuse qu'avait prise tout cet entretien. Oh, je ne refuse pas un bon serment, dit madame. C'est toujours un semblant de sûreté. Le roi s'agenouilla sur un carreau et prit la main de madame. Elle, avec un sourire qu'un peintre ne rendrait point et qu'un poète ne pourrait qu'imaginer, lui donna ses deux mains dans lesquelles il cacha son front brûlant. Ni l'un ni l'autre ne put trouver une parole. Le roi sentit que madame retirait ses mains en lui effleurant les joues. Il se releva aussitôt et sortit de l'appartement. Les courtisans remarquèrent sa rougeur et en conclurent que la scène avait été orageuse. Mais le chevalier de Lorraine se hâta de dire « Oh, non, messieurs, rassurez-vous, quand sa majesté est en colère, elle est pâle. » Chapitre 108. Les conseilleurs. Le roi quitta madame dans un état d'agitation qui lui eut peine à s'expliquer lui-même. Il est impossible, en effet, d'expliquer le jeu secret de ces sympathies étranges qui s'allument subitement et sans cause, après de nombreuses années passées dans le plus grand calme, dans la plus grande indifférence de deux cœurs destinés à s'aimer. Pourquoi Louis avait-il autrefois dédaigné, presque haï madame? Pourquoi maintenant trouvait-il cette même femme si belle, si désirable, et pourquoi non seulement s'occupait-il, mais encore était-il si occupé d'elle? Pourquoi madame, enfin, dont les yeux et l'esprit étaient sollicités d'un autre côté, avait-elle depuis 8 jours, pour le roi, un semblant de faveur qui faisait croire à de plus parfaites intimités? Il ne faut pas croire que Louis se proposa à lui-même un plan de séduction. Le lien qui unissait madame à son frère était, ou du moins lui semblait,
une barrière infranchissable. Il était même encore trop loin de cette barrière pour s'apercevoir qu'elle exista. Mais sur la pente de ces passions dont le cœur se réjouit, vers lesquelles la jeunesse nous pousse, nul ne peut dire où il s'arrêtera, pas même celui qui, d'avance, a calculé toutes les chances de succès ou de chute. Quant à madame, on expliquera facilement son penchant pour le roi. Elle était jeune, coquette et passionnée pour inspirer de l'admiration. C'était une de ces natures à élan impétueux qui, sur un théâtre, franchiraient les brasiers ardents pour arracher un cri d'applaudissement aux spectateurs. Il n'était donc pas surprenant que, progression gardée, après avoir été adoré de Buckingham, de Guiche, qui était supérieur à Buckingham, ne fût-ce que par ce grand mérite si bien apprécié des femmes, la nouveauté, il n'était donc pas étonnant, disons-nous, que la princesse élevât son ambition jusqu'à être admirée par le roi, qui était non seulement le premier du royaume, mais un des plus beaux et des plus spirituels. Quant à la soudaine passion de Louis pour sa belle-sœur, la physiologie en donnerait l'explication par des banalités, et la nature par quelques-unes de ses affinités mystérieuses. Madame avait les plus beaux yeux noirs, Louis les plus beaux yeux bleus du monde. Madame était rieuse et expansive, Louis mélancolique et discret. Appelés à se rencontrer pour la première fois sur le terrain d'un intérêt et d'une curiosité communs, ces deux natures opposées s'étaient enflammées par le contact de leurs aspérités réciproques. Louis, de retour chez lui, s'aperçut que madame était la femme la plus séduisante de la cour. Madame, demeurée seule, songea, toute joyeuse, qu'elle avait produit sur le roi une vive impression. Mais ce sentiment chez elle devait être passif, tandis que chez le roi, il ne pouvait manquer d'agir avec toute la véhémence naturelle à l'esprit inflammable d'un jeune homme, et d'un jeune homme qui n'a qu'à vouloir pour voir ses volontés exécutées. Le roi annonça d'abord à monsieur que tout était pacifié, que madame avait pour lui le plus grand respect, la plus sincère affection, mais que c'était un caractère altier, ombrageux même, et dont il fallait soigneusement ménager les susceptibilités. Monsieur répliqua, sur le ton aigre-doux qu'il prenait d'ordinaire avec son frère, qu'il ne s'expliquait pas bien les susceptibilités d'une femme dont la conduite pouvait, à son avis, donner prise à quelque censure, et que si quelqu'un avait droit d'être blessé, c'était à lui, monsieur, que ce droit appartenait sans conteste. Mais alors le roi répondit d'un ton assez vif et qui prouvait tout l'intérêt qu'il prenait à sa belle-sœur. « Madame est au-dessus des censures, Dieu merci. »« Des autres, oui, j'en conviens, dit monsieur, mais pas des miennes, je présume. »« Eh bien, dit le roi, à vous, mon frère, je dirais que la conduite de madame ne mérite pas vos censures. Oui, c'est sans doute une jeune femme fort distraite et fort étrange, mais qui fait profession des meilleurs sentiments. Le caractère anglais n'est pas toujours bien compris en France, mon frère, et la liberté des mœurs anglaises étonne parfois ceux qui ne savent pas combien cette liberté est rehaussée d'innocence. « Ah, dit monsieur, de plus en plus piqué, dès que votre majesté absout ma femme, que j'accuse, ma femme n'est pas coupable, et je n'ai rien à dire. »« Mon frère, repartit vivement le roi, qui sentait la voix de la conscience murmurer tout bas à son cœur que monsieur n'avait pas tout à fait tort. « Mon frère, ce que j'en dis et surtout ce que j'en fais, c'est pour votre bonheur. J'ai appris que vous vous étiez plaint d'un manque de confiance ou d'égard de la part de madame, et je n'ai point voulu que votre inquiétude se prolongeât plus longtemps. Il entre dans mon devoir de surveiller votre maison comme celle du plus humble de mes sujets. J'ai donc vu avec le plus grand plaisir que vos alarmes n'avaient aucun fondement. » Et, continua monsieur d'un ton interrogateur et en fixant les yeux sur son frère, « ce que votre majesté a reconnu pour madame, et je m'incline devant votre sagesse royale, l'avez-vous aussi vérifié pour ceux qui ont été la cause du scandale dont je me plains ? » ?»« Vous avez raison, mon frère, dit le roi, j'aviserai. » Ces mots renfermaient un ordre en même temps qu'une consolation. Le prince le sentit et se retira. Quant à Louis, il alla retrouver sa mère.
Il sentait qu'il avait besoin d'une absolution plus complète que celle qu'il venait de recevoir de son frère. Anne d'Autriche n'avait pas pour M. de Guiche les mêmes raisons d'indulgence qu'elle avait eues pour Buckingham. Elle vit, au premier mot, que Louis n'était pas disposé à être sévère. Elle le fut. C'était une des ruses habituelles de la bonne reine pour arriver à connaître la vérité. Mais Louis n'en était plus à son apprentissage. Depuis près d'1 an déjà, il était roi. Pendant cette année, il avait eu le temps d'apprendre à dissimuler. Écoutant Anne d'Autriche, afin de la laisser dévoiler toute sa pensée, l'approuvant seulement du regard et du geste, il se convainquit, à certains coups d'œil profonds, à certaines insinuations habiles, que la reine, si perspicace en matière de galanterie, avait sinon deviné, du moins soupçonné sa faiblesse pour madame. De toutes ses auxiliaires, Anne d'Autriche devait être la plus importante. De toutes ses ennemies, Anne d'Autriche eût été la plus dangereuse. Louis changea donc de manœuvre, il chargea madame, excusa monsieur, écouta ce que sa mère disait de Guiche, comme il avait écouté ce qu'elle avait dit de Buckingham. Puis, quand il vit qu'elle croyait avoir remporté sur lui une victoire complète, il la quitta. Toute la cour, c'est-à-dire tous les favoris et les familiers, et ils étaient nombreux, puisque l'on comptait déjà 5 maîtres, se réunirent au soir pour la répétition du ballet. Cet intervalle avait été rempli par le pauvre de Guiche par quelques visites qu'il avait reçues. Au nombre de ces visites, il en était une qu'il espérait et craignait presque d'un égal sentiment. C'était celle du chevalier de Lorraine. Vers les 3 heures de l'après-midi, le chevalier de Lorraine entra chez de Guiche. Son aspect était des plus rassurants. « Monsieur, dit-il à de Guiche, était de charmante humeur, et l'on n'eût pas dit que le moindre nuage eût passé sur le ciel conjugal. D'ailleurs, monsieur avait si peu de rancune. » Depuis très longtemps, à la cour, le chevalier de Lorraine avait établi que, des 2 fils de Louis XIII, monsieur était celui qui avait pris le caractère paternel, le caractère flottant, irrésolu. Bon par élan, mauvais au fond, mais certainement nul pour ses amis. Il avait surtout ranimé de Guiche en lui démontrant que madame arriverait avant peu à mener son mari, et que, par conséquent, celui-là gouvernerait monsieur qui parviendrait à gouverner madame. Ce à quoi de Guiche, plein de défiance et de présence d'esprit, avait répondu « Oui, chevalier, mais je crois madame fort dangereuse. » « Et en quoi ? » ?»« En ce qu'elle a vu que monsieur n'était pas un caractère très passionné pour les femmes. »« C'est vrai, dit en riant le chevalier de Lorraine. »« Et alors ? » Eh bien, madame choisit le premier venu pour en faire l'objet de ses préférences et ramener son mari par la jalousie. »« Profond, profond !» s'écria le chevalier. « Vrai, répondit de Guiche. Et ni l'un ni l'autre ne disait sa pensée. De Guiche, au moment où il attaquait ainsi le caractère de madame, lui en demandait mentalement pardon du fond du cœur. Le chevalier, en admirant la profondeur de vue de Guiche, le conduisait les yeux fermés au précipice. De Guiche alors l'interrogea plus directement sur les faits produits par la scène du matin, sur les faits plus sérieux encore produits par la scène du dîner. « Mais je vous ai déjà dit qu'on en riait, » répondit le chevalier de Lorraine, « et monsieur tout le premier. »« Cependant, » hasarda de Guiche, « on m'a parlé d'une visite du roi à madame. »« Eh bien, précisément, madame était la seule qui ne rit pas, et le roi est passé chez elle pour la faire rire. En sorte que rien n'est changé aux dispositions de la journée. »« Et l'on répète le ballet ce soir ? » ?»« Certainement. Vous en êtes sûr ? » ?»« Très sûr. » En ce moment de la conversation des 2 jeunes gens, Raoul entra le front soucieux. En l'apercevant, le chevalier, qui avait pour lui, comme pour tout noble caractère, une haine secrète, le chevalier se leva. « Vous me conseillez donc, alors ?» demanda de Guiche au chevalier. « Je vous conseille de dormir tranquille, mon cher comte. »« Et moi, de Guiche, dit Raoul, je vous donnerai un conseil tout contraire. »« Lequel, ami ?
celui de monter à cheval et de partir pour une de vos terres. Arrivé là, si vous voulez suivre le conseil du chevalier, vous y dormirez aussi longtemps et aussi tranquillement que la chose pourra vous être agréable. »« Comment, partir ?» s'écria le chevalier en jouant la surprise. « Et pourquoi De Guiche partirait-il ?»« Parce que, et vous ne devez pas l'ignorer, vous surtout, parce que tout le monde parle déjà d'une scène qui se serait passée ici entre monsieur et De Guiche. » De Guiche pâlit. « Nullement, répondit le chevalier, nullement, et vous avez été mal instruit, monsieur de Bragelonne. »« J'ai été parfaitement instruit, au contraire, monsieur, répondit Raoul, et le conseil que je donne à De Guiche est un conseil d'ami. » Pendant ce débat, De Guiche, un peu atterré, regardait alternativement l'un et l'autre de ses deux conseillers. Il sentait en lui-même qu'un jeu, important pour le reste de sa vie, se jouait à ce moment-là. « N'est-ce pas, dit le chevalier interpellant le comte lui-même, n'est-ce pas, De Guiche, que la scène n'a pas été aussi orageuse que semble le penser monsieur le vicomte de Bragelonne, qui, d'ailleurs, n'était pas là ? » « Monsieur, insista Raoul, orageuse ou non, ce n'est pas précisément de la scène elle-même que je parle, mais des suites qu'elle peut avoir. Je sais que monsieur a menacé, je sais que madame a pleuré. »« Madame a pleuré ?» s'écria imprudemment De Guiche en joignant les mains. « Ah, par exemple, dit en riant le chevalier, voilà un détail que j'ignorais. Vous êtes décidément mieux instruit que moi, monsieur de Bragelonne. Et c'est aussi comme étant mieux instruit que vous, chevalier, que j'insiste pour que De Guiche s'éloigne. »« Mais non, non, encore une fois, je regrette de vous contredire, monsieur le vicomte, mais ce départ est inutile. Il est urgent. »« Mais pourquoi s'éloignerait-il, voyons ? » ?»« Mais le roi ? » ?»« Le roi. »« Le roi ?» s'écria De Guiche. « Eh oui, te dis-je, le roi prend l'affaire à cœur. »« Bah, dit le chevalier, le roi aime De Guiche et surtout son père. Songez que, si le comte partait, ce serait avouer qu'il a fait quelque chose de répréhensible. »« Comment cela ? » ?»« Sans doute, quand on fuit, c'est qu'on est coupable ou qu'on a peur. »« Ou bien que l'on boude, comme un homme accusé à tort, dit Bragelonne. Donnons à son départ le caractère de la bouderie. Rien n'est plus facile. Nous dirons que nous avons fait tous deux ce que nous avons pu pour le retenir. Et vous, au moins, ne mentirez pas. Allons, allons, De Guiche, vous êtes innocent. La scène d'aujourd'hui a dû vous blesser. Partez, partez, De Guiche. Eh non, De Guiche, restez, dit le chevalier. Restez, justement, comme le disait monsieur de Bragelonne, parce que vous êtes innocent. Pardon, encore une fois, vicomte, mais je suis d'un avis tout opposé au vôtre. Libre à vous, monsieur, mais remarquez bien que l'exil que De Guiche s'imposera lui-même sera un exil de courte durée. Il le fera cesser lorsqu'il voudra, et, revenant d'un exil volontaire, il trouvera le sourire sur toutes les bouches. Tandis qu'au contraire, une mauvaise humeur du roi peut amener un orage dont personne n'oserait prévoir le terme. Le chevalier sourit. « C'est pardieu, bien ce que je veux, » murmura-t-il tout bas et pour lui-même. Et en même temps, il haussait les épaules. Ce mouvement n'échappa point au comte. Il craignit, s'il quittait la cour, de paraître céder à un sentiment de crainte. « Non, non, s'écria-t-il, c'est décidé. Je reste, Bragelonne. »« Prophète je suis, » dit tristement Raoul. « Malheur à toi, De Guiche, malheur. » « Moi aussi, je suis prophète, mais pas prophète de malheur. Au contraire, comte, et je vous dis, restez, restez. »« Le ballet se répète toujours, » demanda De Guiche. « Vous en êtes sûr ? » ?»« Parfaitement sûr. »« Eh bien, tu le vois, Raoul, » reprit De Guiche, en s'efforçant de sourire. Tu le vois, ce n'est pas une cour bien sombre et bien préparée aux guerres intestines qu'une cour où l'on danse avec une telle assiduité. Voyons, à vous cela, Raoul. Raoul secoua la tête. « Je n'ai plus rien à dire, » répliqua-t-il. « Mais enfin, » demanda le chevalier, curieux de savoir à quelle source Raoul avait puisé des renseignements dont il était forcé de reconnaître intérieurement l'exactitude.
Vous vous dites bien informé, monsieur le vicomte. Comment le seriez-vous mieux que moi, qui suis des plus intimes du prince? Monsieur, répondit Raoul, devant une pareille déclaration, je m'incline. Oui, vous devez être parfaitement informé, je le reconnais, et, comme un homme d'honneur est incapable de dire autre chose que ce qu'il sait, de parler autrement qu'il ne le pense, je me tais, me reconnais vaincu, et vous laisse le champ de bataille. Et effectivement, Raoul, en homme qui paraît ne désirer que le repos, s'enfonça dans un vaste fauteuil, tandis que le comte appelait ses gens pour se faire habiller. Le chevalier sentait l'heure s'écouler et désirait partir, mais il craignait aussi que Raoul, demeuré seul avec De Guiche, ne le décidât à rompre la partie. Il usa donc de sa dernière ressource. « Madame sera resplendissante, dit-il. Elle essaie aujourd'hui son costume de pomone. »« Ah, c'est vrai, s'écria le comte. »« Oui, oui, continua le chevalier. Elle vient de donner ses ordres en conséquence. Vous savez, monsieur de Bragelonne, que c'est le roi qui fait le printemps. »« Ce sera admirable, dit De Guiche. Et voilà une raison meilleure que toutes celles que vous m'avez données pour rester. C'est que, comme c'est moi qui fais Vertumne et qui danse le pas avec madame, je ne puis m'en aller sans un ordre du roi, attendu que mon départ désorganiserait le ballet. »« Et moi, dit le chevalier, je fais un simple égipan. Il est vrai que je suis mauvais danseur et que j'ai la jambe mal faite. Messieurs, au revoir. N'oubliez pas la corbeille de fruits que vous devez offrir à Pomone, comte. »« Oh, je n'oublierai rien, soyez tranquille, dit De Guiche, transporté. « Je suis bien sûr qu'il ne partira plus maintenant, murmura en sortant le chevalier de Lorraine. Raoul, une fois le chevalier parti, n'essaya pas même de dissuader son ami. Il sentait que c'eût été peine perdue. « Comte, lui dit-il seulement de sa voix triste et mélodieuse, « comte, vous vous embarquez dans une passion terrible. Je vous connais, vous êtes extrême en tout, celle que vous aimez l'est aussi. Eh bien, j'admets pour un instant qu'elle vienne à vous aimer. »« Oh, jamais, s'écria De Guiche. »« Pourquoi dites-vous jamais ? » ?»« Parce que ce serait un grand malheur pour tous deux. Alors, cher ami, au lieu de vous regarder comme un imprudent, permettez-moi de vous regarder comme un fou. »« Pourquoi ? Êtes-vous bien assuré, voyons, répondez franchement, de ne rien désirer de celle que vous aimez ? » ?»« Oh oui, bien sûr. »« Alors, aimez-la de loin. »« Comment, de loin ? » ?»« Sans doute. Que vous importe la présence ou l'absence, puisque vous ne désirez rien d'elle ? Aimez un portrait, aimez un souvenir. Raoul, aimez une ombre, une illusion, une chimère, aimez l'amour en mettant un nom sur votre réalité. Ah, vous détournez la tête. Vos valets arrivent, je ne dis plus rien. Dans la bonne ou dans la mauvaise fortune, comptez sur moi, De Guiche. Pardieu, si j'y compte. Eh bien, voilà tout ce que j'avais à vous dire. Faites-vous beau, De Guiche. Faites-vous très beau. Adieu. Vous ne viendrez pas à la répétition du ballet, vicomte ? Non, j'ai une visite à faire en ville. Embrassez-moi, De Guiche. Adieu. La réunion avait lieu chez le roi. Les reines d'abord, puis madame, quelques dames d'honneur choisies, bon nombre de courtisans choisis également, préludaient aux exercices de la danse par des conversations comme on savait en faire dans ce temps-là. Nulle des dames invitées n'avait revêtu le costume de fête, ainsi que l'avait prédit le chevalier de Lorraine. Mais on causait beaucoup des ajustements riches et ingénieux dessinés par différents peintres pour le ballet des demi-dieux. Ainsi appelait-on les rois et les reines, dont Fontainebleau allait être le Panthéon. Monsieur arriva tenant à la main le dessin qui représentait son personnage. Il avait le front encore un peu soucieux. Son salut à la jeune reine et à sa mère fut plein de courtoisie et d'affection. Il salua presque cavalièrement madame et pirouetta sur ses talons. Ce geste et cette froideur furent remarqués. Monsieur de Guiche dédommagea la princesse par son regard plein de flamme, et madame, il faut le dire, en relevant les paupières, le lui rendit avec usure. Il faut le dire, jamais De Guiche n'avait été si beau,
Le regard de madame avait en quelque sorte illuminé le visage du fils du maréchal de Gramont. La belle-sœur du roi sentait un orage grondant au-dessus de sa tête. Elle sentait aussi que, pendant cette journée, si féconde en événements futurs, elle avait, envers celui qui l'aimait avec tant d'ardeur et de passion, commis une injustice, sinon une grave trahison. Le moment lui semblait venu de rendre compte au pauvre sacrifié de cette injustice de la matinée. Le cœur de madame parlait alors, et au nom de De Guiche. Le comte était sincèrement plein, le comte l'emportait donc sur tous. Il n'était plus question de monsieur, du roi, de milord de Buckingham. De Guiche, à ce moment, régnait sans partage. Cependant, monsieur était aussi bien beau, mais il était impossible de le comparer au comte. On le sait, toutes les femmes le disent, il y a toujours une différence énorme entre la beauté de l'amant et celle du mari. Or, dans la situation présente, après la sortie de monsieur, après cette salutation courtoise et affectueuse à la jeune reine et à la reine-mère, après ce salut leste et cavalier fait à madame, et dont tous les courtisans avaient fait la remarque, tous ces motifs, disons-nous, dans cette réunion, donnaient l'avantage à l'amant sur l'époux. Monsieur était trop grand seigneur pour remarquer ce détail. Il n'est rien d'efficace, comme l'idée bien arrêtée de la supériorité, pour assurer l'infériorité de l'homme qui garde cette opinion de lui-même. Le roi arriva. Tout le monde chercha les événements dans le coup d'œil qui commençait à remuer le monde comme le sourcil du Jupiter tonnant. Louis n'avait rien de la tristesse de son frère, il rayonnait. Ayant examiné la plupart des dessins qu'on lui montrait de tous côtés, il donna ses conseils ou ses critiques et fit des heureux ou des infortunés avec un seul mot. Tout à coup son œil, qui souriait obliquement vers madame, remarqua la muette correspondance établie entre la princesse et le comte. La lèvre royale se pinça, et, lorsqu'elle fut rouverte une fois encore pour donner passage à quelques phrases banales, « Mesdames, dit le roi en s'avançant vers les reines, je reçois la nouvelle que tout est préparé selon mes ordres à Fontainebleau. » Un murmure de satisfaction partit des groupes. Le roi lut sur tous les visages le désir violent de recevoir une invitation pour les fêtes. « Je partirai demain, ajouta-t-il. Silence profond dans l'assemblée. « Et j'engage, termina le roi, les personnes qui m'entourent à se préparer pour m'accompagner. » Le sourire illuminait toutes les physionomies. Celle de monsieur seul garda son caractère de mauvaise humeur. Alors on vit successivement défiler devant le roi et les dames les seigneurs qui se hâtaient de remercier sa majesté du grand honneur de l'invitation. Quand ce fut au tour de De Guiche, « Ah, monsieur, lui dit le roi, je ne vous avais pas vu. » Le comte salua. Madame pâlit. De Guiche allait ouvrir la bouche pour formuler son remerciement. « Comte, dit le roi, voici le temps des secondes semailles. Je suis sûr que vos fermiers de Normandie vous verront avec plaisir dans vos terres. » Et le roi tourna le dos aux malheureux après cette brutale attaque. Ce fut au tour de De Guiche à pâlir. Il fit 2 pas vers le roi, oubliant qu'on ne parle jamais à sa majesté sans avoir été interrogé. « J'ai mal compris, peut-être, balbutia-t-il. Le roi tourna légèrement la tête, et, de ce regard froid et fixe qui plongeait comme une épée inflexible dans le cœur des disgraciés, « J'ai dit vos terres, répéta-t-il lentement en laissant tomber ses paroles une à une. Une sueur froide monta au front du comte. Ses mains s'ouvrirent et laissèrent tomber le chapeau qu'il tenait entre ses doigts tremblants. Louis chercha le regard de sa mère, comme pour lui montrer qu'il était le maître. Il chercha le regard triomphant de son frère, comme pour lui demander si la vengeance était de son goût. Enfin, il arrêta ses yeux sur madame. La princesse souriait et causait avec madame de Noailles. Elle n'avait rien entendu, ou plutôt avait faim de ne rien entendre. Le chevalier de Lorraine regardait aussi avec une de ces insistances ennemies qui semblent donner au regard d'un homme la puissance du levier lorsqu'il soulève, arrache
et fait jaillir au loin l'obstacle. Monsieur de Guiche demeura seul dans le cabinet du roi. Tout le monde s'était évaporé. Devant les yeux du malheureux dansaient des ombres. Soudain, il s'arracha au fixe désespoir qui le dominait et courut d'un trait s'enfermer chez lui, où l'attendait encore Raoul, tenace dans ses sombres pressentiments. « Eh bien, murmura celui-ci en voyant son ami entrer tête nue, l'œil égaré, la démarche chancelante. « Oui, oui, c'est vrai, oui. » Et de Guiche n'en put dire davantage. Il tomba épuisé sur les coussins. « Et elle ?» demanda Raoul. « Elle !» s'écria l'infortuné en levant vers le ciel un poing crispé par la colère. « Elle !» Que dit-elle ? Elle dit que sa robe lui va bien. Que fait-elle ? Elle rit. Et un accès de rire extravagant fit bondir tous les nerfs du pauvre exilé. Il tomba bientôt à la renverse. Il était anéanti. Chapitre 109. Fontainebleau. Depuis 4 jours, tous les enchantements réunis dans les magnifiques jardins de Fontainebleau faisaient de ce séjour un lieu de délices. M. Colbert se multipliait. Le matin, compte des dépenses de la nuit. Le jour, programme, essai, enrôlement, paiement. M. Colbert avait réuni 4 millions et les disposait avec une savante économie. Il s'épouvantait des frais auxquels conduit la mythologie. Tout sylvain, toute dryade ne coûtait pas moins de 100 livres par jour. Le costume revenait à 300 livres. Ce qui se brûlait de poudre et de soufre en feu d'artifice montait chaque nuit à 100 000 livres. Il y avait en outre des illuminations sur les bords de la pièce d'eau pour 30 000 livres par soirée. Ces fêtes avaient paru magnifiques. Colbert ne se possédait plus de joie. Il voyait à tout moment Madame et le roi sortir pour des chasses ou pour des réceptions de personnages fantastiques, solennité qu'on improvisait depuis 15 jours et qui faisait briller l'esprit de Madame et la munificence du roi. Car Madame, héroïne de la fête, répondait aux harangues de ces députations de peuples inconnus, Garamantes, Scythes, Hyperboréens, Caucasiens et Patagons, qui semblaient sortir de terre pour venir la féliciter, et à chaque représentant de ces peuples, le roi donnait quelques diamants ou quelques meubles de valeur. Alors les députés comparaient, en vers plus ou moins grotesques, le roi au soleil, Madame à Phoebé sa sœur, et l'on ne parlait pas plus des reines ou de monsieur que si le roi eût épousé Madame Henriette d'Angleterre et non Marie-Thérèse d'Autriche. Le couple heureux, se tenant les mains, se serrant imperceptiblement les doigts, buvait à longues gorgées ce breuvage si doux de l'adulation que rehausse la jeunesse, la beauté, la puissance et l'amour. Chacun s'étonnait à Fontainebleau du degré d'influence que Madame avait si rapidement acquis sur le roi. Chacun se disait tout bas que Madame était véritablement la reine. Et, en effet, le roi proclamait cette étrange vérité par chacune de ses pensées, par chacune de ses paroles et par chacun de ses regards. Il puisait ses volontés, il cherchait ses inspirations dans les yeux de Madame, et il s'enivrait de sa joie lorsque Madame daignait sourire. Madame, de son côté, s'enivrait-elle de son pouvoir en voyant tout le monde à ses pieds ? Elle ne pouvait le dire elle-même, mais ce qu'elle savait, c'est qu'elle ne formait aucun désir, c'est qu'elle se trouvait parfaitement heureuse. Il résultait de toutes ces transpositions, dont la source était dans la volonté royale, que monsieur, au lieu d'être le second personnage du royaume, en était réellement devenu le troisième. C'était bien pis que du temps où De Guiche faisait sonner ses guitares chez Madame. Alors, monsieur avait au moins la satisfaction de faire peur à celui qui le gênait. Mais, depuis le départ de l'ennemi chassé par son alliance avec le roi, monsieur avait sur les épaules un joug bien autrement lourd qu'auparavant. Chaque soir, Madame rentrait excédée. Le cheval, les bains dans la Seine, les spectacles, les dîners sous les feuilles, les bals au bord du Grand Canal, les concerts, c'eût été assez pour tuer non pas une femme mince et frêle, mais le plus robuste Suisse du château.
Il est vrai qu'en fait de danse, de concert, de promenade, une femme est bien autrement forte que le plus vigoureux enfant des 13 cantons. Mais, si étendues que soient les forces d'une femme, elles ont un terme, et elles ne sauraient tenir longtemps contre un pareil régime. Quant à monsieur, il n'avait pas même la satisfaction de voir madame abdiquer la royauté le soir. Le soir, madame habitait un pavillon royal avec la jeune reine et la reine-mère. Il va sans dire que monsieur le chevalier de Lorraine ne quittait pas monsieur et venait verser sa goutte de fiel sur chaque blessure qu'il recevait. Il en résultait que monsieur, qui s'était d'abord trouvé tout hilar et tout rajeuni depuis le départ de Guiche, retomba dans la mélancolie 3 jours après l'installation de la cour à Fontainebleau. Or, il arriva qu'un jour, vers 2 heures, monsieur, qui s'était levé tard, qui avait mis plus de soin encore que d'habitude à sa toilette, il arriva que monsieur, qui n'avait entendu parler de rien pour la journée, forma le projet de réunir sa cour à lui et d'emmener madame souper à Moret, où il avait une belle maison de campagne. Il s'achemina donc vers le pavillon des reines et entra, fort étonné de ne trouver là aucun homme du service royal. Il entra tout seul dans l'appartement. Une porte ouvrait à gauche sur le logis de madame, une à droite sur le logis de la jeune reine. Monsieur apprit chez sa femme, d'une lingère qui travaillait, que tout le monde était parti à 11 heures pour s'aller baigner à la Seine, qu'on avait fait de cette partie une grande fête, que toutes les calèches avaient été disposées aux portes du parc et que le départ s'était effectué depuis plus d'1 heure. « Bon, se dit monsieur, l'idée est heureuse. Il fait une chaleur lourde, je me baignerai volontiers. » Et il appela ses gens. Personne ne vint. Il appela chez madame, tout le monde était sorti. Il descendit aux remises. Un palefrenier lui apprit qu'il n'y avait plus de calèche ni de carrosse. Alors il commanda qu'on lui sellât 2 chevaux, un pour lui, un pour son valet de chambre. Le palefrenier lui répondit poliment qu'il n'y avait plus de chevaux. Monsieur, pâle de colère, remonta chez les reines. Il entra jusque dans l'oratoire d'Anne d'Autriche. De l'oratoire, à travers une tapisserie entr'ouverte, il aperçut sa jeune belle-sœur agenouillée devant la reine-mère et qui paraissait tout en larmes. Il n'avait été ni vu ni entendu. Il s'approcha doucement de l'ouverture et écouta. Le spectacle de cette douleur piquait sa curiosité. Non seulement la jeune reine pleurait, mais encore elle se plaignait. « Oui, disait-elle, le roi me néglige. Le roi ne s'occupe plus que de plaisirs et de plaisirs auxquels je ne participe point. »« Patience, patience, ma fille, » répliquait Anne d'Autriche en espagnol. Puis, en espagnol encore, elle ajoutait des conseils que monsieur ne comprenait pas. La reine y répondait par des accusations mêlées de soupirs et de larmes, parmi lesquelles monsieur distinguait souvent le mot « banos » que Marie-Thérèse accentuait avec le dépit de la colère. « Les bains, se disait monsieur, les bains. Il paraît que c'est au bain qu'elle en a. » Et il cherchait à recoudre les parcelles de phrases qu'il comprenait à la suite les unes des autres. Toutefois, il était aisé de deviner que la reine se plaignait amèrement et que, si Anne d'Autriche ne la consolait point, elle essayait au moins de la consoler. Monsieur craignait d'être surpris écoutant à la porte. Il prit le parti de tousser. Les 2 reines se retournèrent au bruit. Monsieur entra. À la vue du prince, la jeune reine se releva précipitamment et essuya ses yeux. Monsieur savait trop bien son monde pour questionner, et savait trop bien la politesse pour rester muet. Il salua donc. La reine-mère lui sourit agréablement. « Que voulez-vous, mon fils ?» dit-elle. « Moi ? Rien, » balbutia monsieur. « Je cherchais... »« Qui ?»« Ma mère. Je cherchais madame. »« Madame est au bain. »« Et le roi ?» dit monsieur d'un ton qui fit trembler la reine. « Le roi aussi. Toute la cour aussi, » répliqua Anne d'Autriche. « Alors vous, madame, » dit monsieur. « Oh, moi, » fit la jeune reine, « je suis l'effroi de tous ceux qui se divertissent. »« Et moi aussi, à ce qu'il paraît, » reprit monsieur.
Anne d'Autriche fit un signe muet à sa bru, qui se retira en fondant en larmes. Monsieur fronça le sourcil. « Voilà une triste maison, dit-il. Qu'en pensez-vous, ma mère ? » « Mais non, non, tout le monde ici cherche son plaisir. C'est pardieu bien ce qui attriste ceux que ce plaisir gêne. » « Comme vous dites cela, mon cher Philippe. »« Ma foi, ma mère, je le dis comme je le pense. »« Expliquez-vous, qu'y a-t-il ? » ?»« Mais demandez à ma belle-sœur, qui tout à l'heure vous contait ses peines. »« Ses peines ? Quoi ? » ?»« Oui, j'écoutais. Par hasard, je l'avoue, mais enfin, j'écoutais. Eh bien, j'ai trop entendu ma sœur se plaindre des fameux bains de madame. »« Ah, folie !»« Non, non, non. Lorsqu'on pleure, on n'est pas toujours fou. »« Banos, disait la reine. Cela ne veut-il pas dire bain ? » ?»« Je vous répète, mon fils, dit Anne d'Autriche, que votre belle-sœur est d'une jalousie puérile. »« En ce cas, madame, répondit le prince, je m'accuse bien humblement d'avoir le même défaut qu'elle. »« Vous aussi, mon fils ? » ?»« Certainement. »« Vous aussi, vous êtes jaloux de ces bains ? » ?»« Parbleu. »« Oh ! Comment le roi va se baigner avec ma femme et n'emmène pas la reine ? Comment madame va se baigner avec le roi et l'on ne me fait pas l'honneur de me prévenir ? Et vous voulez que ma belle-sœur soit contente ? Et vous voulez que je sois content ? » « Mais, mon cher Philippe, dit Anne d'Autriche, vous extravaguez. Vous avez fait chasser M. de Buckingham, vous avez fait exiler M. de Guiche. Ne voulez-vous pas maintenant renvoyer le roi de Fontainebleau ? » ?»« Oh, telle n'est point ma prétention, madame, dit aigrement monsieur. Mais je puis bien me retirer, moi, et je me retirerai. »« Jaloux du roi, jaloux de votre frère. »« Jaloux de mon frère, du roi ? Oui, madame, jaloux, jaloux, jaloux. »« Ma foi, monsieur, s'écria Anne d'Autriche en jouant l'indignation et la colère, je commence à vous croire fou et ennemi juré de mon repos, et vous quitte la place, n'ayant pas de défense contre de pareilles imaginations. » Elle dit, leva le siège et laissa monsieur en proie au plus furieux emportement. Monsieur resta un instant tout étourdi. Puis, revenant à lui, pour retrouver toutes ses forces, il descendit de nouveau à l'écurie, retrouva le palefrenier, lui redemanda un carrosse, lui redemanda un cheval, et sur sa double réponse qu'il n'y avait ni cheval ni carrosse, monsieur arracha une chambrière aux mains d'un valet d'écurie et se mit à poursuivre le pauvre diable à grands coups de fouet tout autour de la cour des communs, malgré ses cris et ses excuses. Puis, essoufflé, hors d'haleine, ruisselant de sueur, tremblant de tous ses membres, il remonta chez lui, mit en pièces ses plus charmantes porcelaines, puis se coucha, tout botté, tout éperonné dans son lit, en criant « Au secours !» Chapitre 110. Le bain. À Vulaine, sous des voûtes impénétrables d'osiers fleuris, de saules qui, inclinant leur tête verte, trempaient les extrémités de leur feuillage dans l'onde bleue, une barque, longue et plate, avec des échelles couvertes de longs rideaux bleus, servait de refuge aux dianes baigneuses que guettaient à leur sortie de l'eau 20 actéons empanachés qui galopaient, ardents et pleins de convoitise, sur le bord moussu et parfumé de la rivière. Mais Diane, même la Diane pudique, vêtue de la longue chlamyde, était moins chaste, moins impénétrable que madame, jeune et belle comme la déesse. Car, malgré la fine tunique de la chasseresse, on voyait son genou rond et blanc. Malgré le carquois sonore, on apercevait ses brunes épaules, tandis qu'un long voile 100 fois roulé enveloppait madame, alors qu'elle se remettait aux bras de ses femmes et la rendait inabordable aux plus indiscrets comme aux plus pénétrants regards. Lorsqu'elle remonta l'escalier, les poètes présents, et tous étaient poètes quand il s'agissait de madame, les 20 poètes galopants s'arrêtèrent et, d'une voix commune, s'écrièrent que ce n'étaient pas des gouttes d'eau, mais bien des perles qui tombaient du corps de madame et s'allaient perdre dans l'heureuse rivière. Le roi, centre de ses poésies et de ses hommages, imposa silence aux amplificateurs dont la verve n'eût pas tari,
et tourna bride, de peur d'offenser, même sous les rideaux de soie, la modestie de la femme et la dignité de la princesse. Il se fit donc un grand vide dans la scène, et un grand silence dans la barque. Au mouvement, au jeu des plis, aux ondulations des rideaux, on devinait les allées et venues des femmes empressées pour leur service. Le roi écoutait en souriant les propos de ces gentilshommes, mais on pouvait deviner en le regardant que son attention n'était point à leur discours. En effet, à peine le bruit des anneaux glissant sur les tringles eut-il annoncé que madame était vêtue et que la déesse allait paraître, que le roi, se retournant sur-le-champ et courant auprès du rivage, donna le signal à tous ceux que leur service ou leur plaisir appelait auprès de madame. On vit les pages se précipiter, amenant avec eux les chevaux de main. On vit les calèches, restées à couvert sous les branches, s'avancer auprès de la tente, plus cette nuée de valets, de porteurs, de femmes qui, pendant le bain des maîtres, avaient échangé à l'écart leurs observations, leurs critiques, leurs discussions d'intérêt, journal fugitif de cette époque, dont nul ne se souvient, pas même les flots, miroirs des personnages, échos des discours. Les flots, témoins que Dieu a précipités eux-mêmes dans l'immensité, comme il a précipité les acteurs dans l'éternité. Tout ce monde encombrant les bords de la rivière, sans compter une foule de paysans attirés par le désir de voir le roi et la princesse, tout ce monde fut, pendant 8 ou 10 minutes, le plus désordonné, le plus agréable pêle-mêle qu'on pût imaginer. Le roi avait mis pied à terre, tous les courtisans l'avaient imité. Il avait offert la main à madame, dont un riche habit de cheval développait la taille élégante, qui ressortait sous ce vêtement de fine laine broché d'argent. Ses cheveux, humides encore et plus foncés que le jais, mouillaient son cou si blanc et si pur. La joie et la santé brillaient dans ses beaux yeux. Elle était reposée, nerveuse. Elle aspirait l'air à longs traits sous le parasol brodé que lui portait un page. Rien de plus tendre, de plus gracieux, de plus poétique que ces deux figures noyées sous l'ombre rose du parasol. Le roi, dont les dents blanches éclataient dans un continuel sourire, madame, dont les yeux noirs brillaient comme deux escarboucles au reflet mi-cassé de la soie changeante. Quand madame fut arrivée à son cheval, magnifique haquenée andalouse, d'un blanc sans tache, un peu lourde peut-être, mais à la tête intelligente et fine, dans laquelle on retrouvait le mélange du sang arabe si heureusement uni au sang espagnol, et à la longue queue balayant la terre, comme la princesse se faisait paresseuse pour atteindre l'étrier, le roi la prit dans ses bras, de telle façon que le bras de madame se trouva comme un cercle de feu au cou du roi. Louis, en se retirant, effleura involontairement de ses lèvres ce bras qui ne s'éloignait pas. Puis, la princesse ayant remercié son royal écuyer, tout le monde fut en selle au même instant. Le roi et madame se rangèrent pour laisser passer les calèches, les piqueurs, les courriers. Bon nombre de cavaliers, affranchis du joug de l'étiquette, rendirent la main à leurs chevaux et s'élancèrent après les carrosses qui emportaient les filles d'honneur, fraîches comme autant d'orcades autour de Diane, et les tourbillons, riants, jasants, bruissants, s'envolèrent. Le roi et madame maintinrent leurs chevaux au pas. Derrière sa majesté et la princesse sa belle-sœur, mais à une respectueuse distance, les courtisans, graves ou désireux de se tenir à la portée et sous les regards du roi, suivirent, retenant leurs chevaux impatients, réglant leur allure sur celle du coursier du roi et de madame, et se livrèrent à tout ce que présente de douceur et d'agrément le commerce des gens d'esprit qui débitent avec courtoisie 1000 atroces noirceurs sur le compte du prochain. Dans les petits rires étouffés, dans les réticences de cette hilarité sardonique, monsieur, ce pauvre absent, ne fut pas ménagé. Mais on s'apitoya, on gémit sur le sort de De Guiche, et, il faut l'avouer, la compassion n'était pas là déplacée. Cependant, le roi et madame, ayant mis leurs chevaux en haleine et répété 100 fois tout ce que leur mettaient dans la bouche les courtisans qui les faisaient parler,
prirent le petit galop de chasse, et alors on entendit résonner sous le poids de cette cavalerie les allées profondes de la forêt. Aux entretiens à voix basse, aux discours en forme de confidence, aux paroles échangées avec une sorte de mystère, succédèrent les bruyants éclats. Depuis les piqueurs jusqu'au prince, la gaieté s'épandit. Tout le monde se mit à rire et à s'écrier. On vit les pies et les geais s'enfuir avec leurs cris gutturaux sous les voûtes ondoyantes des chênes. Le coucou interrompit sa monotone plainte au fond des bois, les pinsons et les mésanges s'envolèrent en nuées, pendant que les daims, les chevreuils et les biches bondissaient, effarés, au milieu des halliers. Cette foule, répandant, comme entraînée, la joie, le bruit et la lumière sur son passage, fut précédée, pour ainsi dire, au château par son propre retentissement. Le roi et madame entrèrent dans la ville, salués tous deux par les acclamations universelles de la foule. Madame s'empressa d'aller trouver monsieur. Elle comprenait instinctivement qu'il était resté trop longtemps en dehors de cette joie. Le roi alla rejoindre les reines. Il savait leur devoir, à une surtout, un dédommagement de sa longue absence. Mais madame ne fut pas reçue chez monsieur. Il lui fut répondu que monsieur dormait. Le roi, au lieu de rencontrer Marie-Thérèse souriante comme toujours, trouva dans la galerie Anne d'Autriche qui, guettant son arrivée, s'avança au-devant de lui, le prit par la main et l'emmena chez elle. Ce qu'ils se dirent, ou plutôt ce que la reine-mère dit à Louis XIV, nul ne l'a jamais su. Mais on aurait pu bien certainement le deviner à la figure contrariée du roi à la sortie de cet entretien. Mais nous, dont le métier est d'interpréter, comme aussi de faire part au lecteur de nos interprétations, nous manquerions à notre devoir en lui laissant ignorer le résultat de cette entrevue. Il le trouvera suffisamment développé, nous l'espérons du moins, dans le chapitre suivant.